Donc il y a quand même une réalité économique qui est bien réelle, mais indépendamment de cette réalité économique, vous vivez probablement tous les jours dans votre organisation la réalité matérielle, humaine du phénomène. Des gens effectivement qui sont en difficulté, qui sont en souffrance et qui, dans un certain nombre de cas, sont amenés à être en incapacité de longue durée avec toutes les difficultés que vous connaissez pour le retour au travail. Vous savez comme moi que le retour au travail est toujours un moment excessivement difficile après une incapacité de longue durée, que pour un très grand nombre de personnes, c'est même impossible. Donc l'enjeu est quand même de taille. On voulait aborder la question avec vous au moins sous 3 angles. Alors le premier angle, c'est un angle, je dirais, qui est l'angle humain, l'angle de la personne. Et on voulait aborder, on a demandé à Pierre Philippot, qui est ici aujourd'hui avec nous, qui est professeur à l'UCL, et qui notamment est spécialisé dans tout ce qui est troubles émotionnels, qui travaille énormément sur la pleine conscience, qui donne notamment, indépendamment de ses recherches, qui donne lui-même toute une série de séminaires sur les problématiques de pleine conscience et qu'il forme des praticiens en la matière. On lui a demandé de nous donner un éclairage d'abord psychologique, de partir de l'individu et de nous donner un peu son input sur quelle est la place et quelle peut être la place d'une approche comme la pleine conscience dans la prise en charge du burn-out. Bonjour, et donc comme vous devez patienter un petit peu pour les nourritures terrestres, on va commencer avec les nourritures intellectuelles et avec un sujet qui justement peut paraître un petit peu exotique, voire presque spirituel, qui est la pleine conscience et l'utilisation, l'application de la pleine conscience dans la prévention du burn-out dans le milieu professionnel. La pleine conscience, c'est quelque chose qui reçoit une attention médiatique importante depuis une dizaine d'années, qui est, on va le voir, extrêmement populaire chez toute une série de personnes et qui est un peu mise à toutes les sauces pour le meilleur et pour le pire. Donc on va essayer aussi ici d'abord de voir ce que c'est, de voir ce que ça peut apporter, particulièrement dans le domaine du burn-out en entreprise, et de tirer certaines conclusions pratiques en fin de cet exposé rapide. Donc la pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? La pleine conscience, on pourrait dire que c'est un état de conscience, mais ça paraît assez particulier de parler d'état de conscience. C'est une manière d'être en relation avec son expérience. C'est surtout et avant tout cela, une manière d'être en relation avec son expérience et son expérience ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est que votre expérience ici et maintenant ? C'est ce que vous pouvez percevoir avec vos différents sens, entendre, sentir, les sensations corporelles que vous pouvez avoir, les pensées qui surviennent spontanément à votre esprit, éventuellement les images mentales qui surviennent aussi spontanément à votre esprit. Donc, si vous voulez, ce sont toutes les données qui arrivent spontanément, directement, dans le champ de notre conscience. Et la pleine conscience, c'est porter volontairement son attention sur ces informations. Donc, on porte volontairement son attention sur l'expérience présente et on essaye de le faire avec une ouverture d'esprit aussi large que possible. C'est-à-dire de suspendre à la fois nos aversions et nos appétences naturelles. Très vite, par rapport à toute une série de choses, il y a des choses qu'on aime bien, il y a des choses qu'on n'aime pas, et les choses qu'on n'aime pas, on essaie de les tenir à distance, et les choses qu'on aime bien, on essaie de les garder. Ici, on va essayer de développer une attitude équanime où on va essayer de d'abord donner une attention égale à toutes choses qu'elles paraissent a priori agréables, positives, désagréables, négatives. Et ça demande une attitude de patience et de tolérance, principalement envers soi, parce que notre attitude spontanée et naturelle est de tenir à l'écart les choses qui nous paraissent a priori aversives et négatives. Et on va voir aussi, ça je vais détailler un peu par après, que développer ce type d'attitude, ça va nous mettre en contact avec nos émotions, et en nous mettant en contact avec nos émotions, ça va nous mettre en contact avec les choses qui ont de l'importance pour nous, les choses qui correspondent à des valeurs qui sont importantes, des objectifs qui sont importants, et aussi à des rôles qui sont importants et que nous souhaitons investir. Donc la pleine conscience, normalement, doit aussi permettre de s'engager dans des actions qui sont en lien avec ces valeurs et ces objectifs. Voilà. Donc ça, c'est une première définition théorique, large par la positive. Je peux la définir par la négative. La pleine conscience, c'est exactement l'opposé de ce qu'on appelle le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est une expérience que vous avez sans doute tous fait plusieurs fois dans votre vie. Imaginez que vous rentrez chez vous par un chemin bien connu
et vous êtes complètement immergé dans vos pensées, et vous réalisez à un moment que vous êtes arrivé quelque part sans avoir le moindre souvenir de tout ce qui a pu se passer dans les 5 ou 10 minutes qui ont précédé. Et à la limite, vous ne savez même plus à quoi vous pensiez. Là, vous étiez en mode complètement automatique, et ça peut très bien marcher. Si d'habitude vous respectez le code de la route, vous avez respecté le code de la route, vous n'avez écrasé personne, mais vous n'aviez aucune conscience de ce qui s'est passé. Alors, peut-être on peut passer tout de suite à un côté plus expérientiel. Juste faire pendant 2 ou 3 minutes l'expérience de ce que peut être la pleine conscience. Donc je vais vous demander simplement, ici, maintenant, et comme c'est un premier exercice, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple, simplement vous fermez les yeux et vous essayez du mieux que vous pouvez de prendre conscience des sensations corporelles qui arrivent dans le champ de votre conscience. Donc vous n'êtes pas obligé de lancer une recherche approfondie pour sentir tout ce qu'il y a moyen de sentir dans votre corps, mais ici, juste maintenant, observez les sensations corporelles. Peut-être les sensations corporelles des points de contact de votre corps avec le siège, avec le sol. Peut-être les sensations de vos vêtements sur la peau. Et maintenant que vous tournez votre attention vers ça, essayez de maintenir votre attention simplement sur ce qui se présente à votre esprit, en observant éventuellement que ces sensations sont sans cesse fluctuantes, sans cesse changeantes. Il y a peut-être parfois des petites différences un peu subtiles. Et maintenant, essayez de maintenir votre attention juste sur ce qui arrive dans votre esprit comme sensation corporelle. Peut-être noter qu'il y a des visiteurs qui s'invitent, il y a des distractions qui viennent. Peut-être que vous êtes parti dans votre agenda, peut-être que vous êtes parti dans une série de choses que vous avez à faire, peut-être que vous êtes parti dans une espèce de rêve éveillé. Si c'est ça, notez-le, et du mieux vous pouvez, c'est de ramener votre attention sur les sensations corporelles ici et maintenant. Bien, voilà, ouvrez les yeux, c'était très très court, mais c'était juste pour vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut être. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué que très vite on part dans des rêves éveillés, ou bien on pense à d'autres choses, ou bien on est dans la planification de la journée, etc. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué que j'étais assis d'une drôle de manière et ont voulu rajouter des choses, ou bien certains d'entre vous ont peut-être remarqué des douleurs ou des sensations désagréables dans le corps, et la difficulté alors de rester à observer ces douleurs et ces sensations désagréables dans le corps. Ici, on a fait l'exercice pendant 3 minutes. Imaginez que vous faites cet exercice pendant 40 minutes. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup d'états qui peuvent être observés. Et donc, comment va-t-on faire pour entrer en relation avec cette expérience de simplement être là et à observer ce qui se passe ici et maintenant? Il y a une attitude. Il faut accepter d'éprouver ce qui va se faire. Et souvent, c'est quelque chose qui est très difficile. Déjà, Pascal notait que tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait se tenir en paix seul avec lui-même dans une chambre. Le fait d'être confronté à soi-même, de ne pas avoir les nombreux distracteurs qu'on a tous, vous savez, ces petites choses avec un écran et qui brille, c'est un distracteur de premier ordre. On est sans arrêt occupé par toute une série de choses qui, dans le fond, sont assez éloignées de notre expérience directe ici et maintenant. Et c'est quelque chose qui va être difficile et qui implique une attitude d'acceptation
d'éprouver cela, d'éprouver aussi le fait que ce que je vis ici et maintenant, c'est rarement la situation idéale que je rêve, et qu'il y a cet écart qui est là entre ce que j'aimerais bien vivre et ma situation ici et maintenant. Donc il y a cette attitude qu'on mobilise. Il y a aussi des processus cognitifs qu'on va mobiliser. Processus cognitifs pour nous permettre de remarquer quand notre esprit est capturé par quelque chose automatiquement, et processus cognitifs pour nous permettre de désengager de cette capture automatique de notre attention pour réengager sur ce qui se passe ici et maintenant. Et ça demande un entraînement de nos processus mentaux qui est important. Ça demande aussi une suspension de nos réactions automatiques, de nos réactions réflexes. Si j'agis directement, si je réponds directement au stimulus, je n'ai pas le temps d'éprouver ce qui se passe, je n'ai pas le temps de pouvoir remarquer quelle est l'expérience ici et maintenant, parce que je suis directement dans l'action. Et enfin, ça demande aussi d'avoir une attitude d'exploration, une attitude d'approche, d'être curieux de nos expériences, quelles qu'elles soient. Donc, si j'essaye de représenter tout ça dans un schéma, cette centration sur l'expérience immédiate, elle demande des capacités de contrôle attentionnelles, elle demande de pouvoir inhiber les réponses impulsives automatiques, et elle demande également un changement d'attitude par rapport au soi. C'est-à-dire qu'à la fois on ressent les choses, mais à la fois on va observer ce qui se passe. On va pouvoir observer une série de pensées que l'on peut avoir, une série de réactions émotionnelles que l'on peut avoir, tout en n'étant pas collé à ces pensées, tout en n'étant pas en fusion avec ces pensées ou avec ces émotions, sachant que ce sont des phénomènes qui se déroulent, mais que ce n'est pas nous, que ce n'est pas nécessairement un diagnostic de la réalité. Il y a une phrase que j'aime bien dire pour illustrer ça, c'est qu'il ne faut surtout pas croire tout ce qu'on pense. Ou une autre, c'est que les pensées ne sont pas des faits, ce sont des pensées, ce sont des hypothèses. Et ce n'est jamais purement la réalité. Donc il y a cette diffusion entre nous et ce que nous pensons ou ce que nous ressentons qui va être importante, et aussi un changement d'attitude de soi par une plus grande tolérance et une plus grande acceptation de qui nous sommes. Tout ça est nécessaire pour arriver à se centrer sur l'expérience présente, ce qui va augmenter la conscience que nous pouvons avoir de nous-mêmes et la conscience que nous pouvons avoir de nos émotions. Et en devenant conscients de nos émotions, nous devenons conscients des buts, des valeurs et des rôles qui sous-tendent ces émotions. On ressent une émotion à partir du moment où nous détectons, à tort ou à raison, que quelque chose qui est en train de se passer est en rapport avec quelque chose d'important pour nous. Un but que l'on poursuit, des valeurs que nous avons ou des rôles dans lesquels nous investissons. Être parent, être chef d'équipe, que sais-je. Tout ça, ce sont des rôles que nous pouvons choisir d'investir. Et à partir du moment où l'on augmente cette conscience de nos buts, de nos valeurs et des rôles importants pour nous, on va pouvoir s'engager de manière plus délibérée dans une action qui est porteuse de sens. Donc vous voyez, on est parti de quelque chose qui paraît tout à fait trivial, qui est de centrer son attention sur vos sensations corporelles ici et maintenant, mais vous voyez que cet entraînement, en fait, est lié à tout un ensemble qui vise à développer des ressources, et des ressources importantes pour faire face au stress et aux difficultés émotionnelles. Je vais revenir là-dessus plus loin, peut-être d'abord vous dire rapidement comment on peut développer cette capacité de pleine conscience. Et depuis une bonne vingtaine d'années, il y a des programmes qui ont été développés avec un apprentissage qui est vraiment un apprentissage directement par l'expérience. Ce ne sont pas des cours qui sont donnés, ce sont des exercices qui sont faits et puis des échanges sur base de ces exercices, ou des exercices qui consistent principalement à centrer volontairement son attention sur ce qu'on ressent ici et maintenant. Vous l'avez fait avec vos sensations corporelles, on pourrait le faire avec les sons qu'on entend, on pourrait le faire avec les choses que l'on peut voir, on peut le faire aussi simplement avec le flot de pensée, mais c'est plus difficile, ça demande un peu plus d'exercice, le flot de pensée qui survient spontanément à notre esprit. Voilà, donc c'est cet apprentissage qui est fait. Il y a deux programmes qui sont très semblables et qui ont été développés
par deux collègues, un Américain, John Kabat-Zinn, et un tridème anglo-canadien avec John Tisdale, que vous voyez ici, Zindel Segal et Mark Williams. Ce sont des programmes qui sont basés sur 8 séances hebdomadaires d'à peu près 2 heures et qui requièrent de la part des participants une implication très importante, notamment il y a ces exercices qui sont pratiqués de manière quotidienne. C'est vraiment un entraînement par répétition et par répétition quotidienne. Donc c'est une très forte demande qui est faite, c'est de consacrer 45 minutes d'exercice par jour, en tout cas dans ces programmes canoniques. Et il y a une prise de conscience d'abord du corps, et puis on ajoute des choses qui sont plus fluctuantes comme la respiration, les sons, les pensées, jusqu'à pouvoir observer tout ce qui est pensée pénible, difficulté, dans cette attitude de pleine conscience. Donc c'est un programme qui est très structuré et qui peut se pratiquer en groupe. Ça dépend un peu des programmes, mais disons en groupe d'une dizaine de personnes certainement. Voilà. Ça va ? C'est des programmes qui ont été d'abord développés dans un contexte de santé mentale ou de médecine comportementale. Donc médecine comportementale, sur toutes les personnes qui souffrent souvent d'affections chroniques pour lesquelles le monde médical est relativement impuissant. Prenez la douleur chronique, c'est un très bel exemple, où c'est aussi utilisé pour tout ce qui est trouble de l'humeur et anxiété. Trouble de l'humeur, c'est un programme qui a bien montré son efficacité pour la prévention des rechutes dépressives. Donc c'est avant tout un programme utilisé dans un contexte de prévention secondaire. Alors l'intérêt pour le burn-out, c'est que quand on regarde ce qui est manifeste dans le burn-out, il y a toute une série de processus psychologiques qui apparaissent fréquemment. La rumination, la personne se demande si elle va pouvoir arriver à s'en sortir. Comment ça se fait qu'elle est arrivée dans cet état-là? Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Avec souvent une estime de soi négative, une diminution de la flexibilité mentale, la personne a tendance à reproduire ce qu'elle connaît, ce qu'elle maîtrise, et avoir moins de créativité pour faire face aux difficultés, et une difficulté de désengagement au niveau professionnel. Des biais, et notamment des assez négatifs, qui peuvent mener à du cynisme, que ce soit au niveau de la manière dont on perçoit les choses, des jugements que l'on porte sur les situations que l'on vit, ou des biais aussi dans les souvenirs que l'on va pouvoir mobiliser, et une perte des valeurs. Si on reprend le schéma ici que je vous avais présenté des processus mobilisés par la pleine conscience, vous voyez que le contrôle attentionnel et cette capacité de désengager de processus automatiques permet, et là on a pas mal d'études qui le montrent, de faire face à la rumination, au biais d'évaluation, et ceci en cascade a un effet aussi sur les biais de mémoire, les biais de jugement et les opinions que la personne développe d'elle-même et des autres. Donc il y a toute une série d'éléments présents dans la pleine conscience, avec aussi les investissements dans des actions porteuses de sens qui sont susceptibles d'avoir des conséquences positives. Donc c'est une approche extrêmement populaire chez les psychothérapeutes, les clients, à l'école, à l'entreprise, en prison. Pour le moment, on vous la vend en toutes les sauces et tout le monde a entendu parler de la pleine conscience. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de solide, hein? On le voit ici, l'année dernière, dans Times Magazine, il y avait la révolution de la pleine conscience qui a fait tout un numéro spécial. Et on peut se demander si ça repose sur des bases scientifiques solides. Et on a un expert ici pour nous guider là-dedans, qui est M. Simpson, évidemment, pas moi. Alors, il y a une méta-analyse qui est sortie fin de l'année dernière, justement sur cette question. 19 études, malheureusement assez pauvres au niveau méthodologique, peu de groupes contrôle dans ces études, et qui portent sur la détresse psychologique auto-rapportée par un ensemble de questionnaires qui mesurent tous plus ou moins la même chose. Ce qui est observé, c'est une taille d'effet relativement moyenne, qui est honorable, que ce soit la différence entre avant et après l'entraînement, ou après l'entraînement, en comparaison entre le groupe qui a fait de la pleine conscience et un groupe inactif qui n'a rien fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a un maintien des effets lors des suivis qui était de plus d'1 mois, là ça dépendait d'étude à étude. Ce qui est aussi intéressant dans le monde de l'entreprise, c'est que des versions abrégées du programme
avec des sessions moins longues et moins d'exercices à faire de manière quotidienne, montre exactement les résultats que le programme canonique. Mais, attention, dans cette méta-analyse, on n'a pas pu mettre en évidence que c'était supérieur à d'autres interventions classiques, telles que la relaxation ou le yoga. Des études principalement faites dans le milieu médical et dans le milieu de l'enseignement. Ici, il y a une recherche que je trouvais extrêmement bien faite, avec beaucoup de qualité au niveau méthodologique, chez des enseignants, avec un bon groupe contrôle. Et ce qui montre, c'est que l'apprentissage de la pleine conscience augmente les capacités de pleine conscience, les capacités de mémoire, de travail et d'attention, avec des tests objectifs neuropsychologiques de ces capacités, mais diminue aussi le stress au travail et le burn-out lors des suivis et augmente la compassion qu'on peut avoir pour soi dans le milieu du travail. Pas d'effet au niveau cardiovasculaire qui était aussi mesuré. Et ceux qui ont pu voir, parce qu'ils avaient un suivi à 3 mois, c'est que les diminutions de stress et de burn-out dans le groupe qui avait fait l'entraînement étaient expliquées par leur augmentation de capacité de pleine conscience et d'autocompassion juste après le programme. Donc on a ici une médiation dans le temps. Alors pour conclure, parce qu'il est temps, c'est pas pour vous primer à vous encourager à boire de l'alcool, je suis au courant de la CCT 100. Donc ici c'est un peu un verre à moitié plein et à moitié vide pour le moment. Clairement, on doit encore travailler pour arriver à trouver des programmes qui seront plus adaptés au milieu de l'entreprise. Ça me semble être une évidence. Deuxièmement, on a quand même déjà un effet qui est un effet semblable aux autres programmes existants pour le moins. Troisièmement, ce que nous constatons dans les études que nous avons faites mais qui ne sont pas dans le milieu du travail, dans notre cas, c'est plutôt dans le cadre de la santé mentale, c'est ce qu'on observe, c'est qu'après l'entraînement, on a de fait des effets assez comparables à d'autres approches classiques, mais par contre, on a un maintien des résultats à 3 mois ou à 6 mois qui en général est supérieur. Il y a quelque chose de fondamental qui a été appris par les personnes dans cette autre attitude par rapport à l'expérience, qu'ils continuent à développer, sur lequel ils continuent à capitaliser, donc à engranger des bénéfices à plus long terme. Mais ça doit encore être évalué par des recherches futures.